Une des clés de la réussite de cet événement international incomparable repose sur un solide pilotage d'une chaîne logistique sans couture. L'intégration dans un tissu urbain devenu particulièrement dense supportera alors de nouvelles réglementations adaptées, de nouvelles technologies et infrastructures, de nouveaux matériels, de nouvelles méthodes et de nouveaux acteurs également. Comment mobiliser de façon exemplaire et inédite tout un écosystème d'acteurs parfois éloignés afin d'accélérer les transformations et de co-construire cette nouvelle page de logistique urbaine et laisser ainsi un héritage. Pour débattre sur ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir un panel exceptionnel d'intervenantes et d'intervenants. Yasmina Chanaoui, qui est chef de projet infrastructure à la ville de Paris. Michel Angélique Nicole, qui est chargé de projet logistique urbaine à la ville de Paris. Bonjour Michel Angélique. Bonjour Jérôme Douy, qui anime le Club Logistique en Or. Vous nous direz et vous nous expliquerez ce que c'est que le Club Logistique en Or et qui est également qui est directeur délégué de l'Union TLF. Véronique Fugé-Garel, bonjour Véronique, qui est manager logistique des Jeux au COMOP Paris 2024, sans qui cette conférence n'aurait pas lieu. Donc merci Véronique de toute l'organisation de cette conférence. Xavier Yves Valère, qui est chargé de la mission fret et logistique à la DGITM, donc au ministère de la Transition écologique, et François Clanchet, qui est conseiller en charge de l'évaluation des impacts et des sujets économiques à la délégation interministérielle des JOP. Vous allez là aussi nous expliquer un peu plus tard quelle est la fonction de cette délégation interministérielle. Alors je vais tout d'abord effectivement m'adresser à Véronique Fugé-Garel, donc avec qui on a préparé, donc je vais dire le déroulé de cette table ronde. Vous revenez, je crois, de Tokyo directement, presque il y a quelques jours. C'est cela. Vous faites partie des Happy Few qui ont pu visiter l'événement à Tokyo. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre sentiment, donc un peu finalement des leçons que vous avez apprises au travers de ce déplacement un peu exceptionnel? Oui, merci Jérôme. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc moi, je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui et je tenais à remercier les organisateurs de la SITL, Thomas Desplanques, Léonie Loiseau, Jérôme, ainsi que mes chers camarades de route pour nous permettre ainsi de partager cette ferveur et cette magie que j'ai pu rencontrer à Tokyo. Je suis ravie d'être ici à plusieurs titres. Tout d'abord parce que ça fait 30 ans que je suis avec assiduité et intérêt ce salon, un salon de référence pour le secteur. Ensuite, parce que ici, dans ces mêmes locaux, le Hall 1 en 2024, auront lieu les compétitions de volley et de boccia. Le Hall 4, on y retrouvera le tennis de table et le para-tennis de table. Et sur le Hall 6, on y retrouvera le basket ainsi que l'haltérophilie. Enfin, j'ai plaisir à être là aussi ce soir parce qu'on va parler de chaîne logistique, mais d'une chaîne logistique complète à un niveau international, dans un environnement où on assiste à de profondes mutations sectorielles, écologiques, de transition écologique, de transformation en termes d'innovation également. Donc, merci à tous. Donc oui, pour Tokyo, j'ai eu la chance de faire partie de ces Happy Few, malgré cet environnement d'exception, puisque en l'absence de spectateurs, en période de crise sanitaire aiguë, avec un report inédit d'1 an, clairement, les Jeux sont une réussite opérationnelle malgré tout. Au niveau logistique, au niveau enthousiasme, ferveur, magie, et tous ceux qui ont eu la chance d'observer de plus près ces Jeux reviennent avec une envie décuplée de vous faire rêver aussi à Paris en 2024. Donc, à ce titre, on vous a proposé concocté quelques slides, peut-être en introduction, puisqu'on a ramené le drapeau à la maison. On est ravis.
le drapeau olympique et paralympique, ainsi que la célébration de tous ces médaillés. Donc tout d'abord, bravo à nos athlètes. Et je pense notamment à la moisson de médailles des Paralympiens avec 54 médailles. Voilà, donc je peux peut-être laisser... Merci beaucoup. Et puis finalement, au travers de ces quelques slides, vous nous donnerez aussi quelques chiffres logistiques de quoi on parle finalement quand on parle de la logistique des JOP 2024. Donc je vous laisse présenter un petit peu finalement les enjeux principaux. Oui, alors tout d'abord, juste la vasque qui se referme sur la flamme olympique avec le live des Jeux à Paris, Trocadéro, le retour à la maison du drapeau olympique, puis le 8 août, c'était l'Olympique, le 5 septembre, c'était le drapeau paralympique, avec une petite vidéo qu'on va vous diffuser au niveau de Paris 2024 et de la mairie de Paris. Je suis encore plus fière de ramener ce drapeau-là. Ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite pour Paris. En fait, dans 3 ans, on y sera et il faudra être là aussi ce jour-là. Les Jeux de Paris, ça va être vraiment des jeux super sympathiques et de faire les jeux chez soi, je pense qu'on peut ramener beaucoup de monde et je pense que ça va être une atmosphère complètement différente. C'est vraiment une super nouvelle pour la France, on l'attendait, ça fait 100 ans qu'on attendait les Jeux en France. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une super fête, quoi. C'est une grande fierté déjà d'avoir été les chercher et de voir toutes les émotions que ça a pu procurer. En fait, on s'en rend pas compte quand on est au Japon et de voir toutes ces émotions et tous ces sourires, en fait, c'est génial. On bosse tous les jours avec les entraîneurs, les équipes médicales, etc., la préparation physique pour pouvoir ramener ces médailles. Donc il y a une ferveur autour de nous aujourd'hui et c'est vraiment spectaculaire. Merci à eux de nous avoir fait vivre de si beaux moments d'ores et déjà. Donc nous, au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, on a une seule ligne conductrice, un seul objectif, c'est de vous livrer des Jeux en or. Donc, avec cette idée de laisser à Paris, au territoire, à la France, d'outre-mer également, un héritage matériel et immatériel. Quelques chiffres rapides sur les Jeux olympiques et paralympiques. On parle de 15 000 athlètes, de 206 délégations pour la famille olympique, 184 pour la famille paralympique, de 28 sports olympiques et 4 sports additionnels, ainsi que 22 sports paralympiques. Nous aurons l'occasion d'applaudir de nouveaux sports, de nous enthousiasmer face à l'escalade, le surf, le skate et le breaking, des sports urbains, des sports jeunes qui se pratiquent au cœur de la ville. Nous parlons de 4 milliards de téléspectateurs. C'est une plateforme de communication unique au monde avec une caisse de résonance incroyable. Paris, la France accueille le monde avec 20 000 journalistes, 45 000 volontaires, 13,5 millions de billets, 15 millions de spectateurs pour le relais de la flamme. Aujourd'hui, nous avons une chance inouïe par rapport à l'édition de Tokyo 2020, puisque Paris 2024 crée l'engouement avec 84% des Français qui sont favorables à l'organisation de ces Jeux. C'est une chance extraordinaire de faire valoir le savoir-faire français, qu'il soit les arts de la table, la façon d'organiser un événement, évidemment la logistique, mais tous les sujets annexes qui ne le sont pas, les logements, les déchets, la sécurité. Je travaille actuellement dans une direction qui s'appelle la direction des services aux Jeux et nous travaillons sur tous ces services back of house qu'on ne voit pas, mais qui font aussi le succès de ces Jeux. Évidemment, un engouement plus marqué pour les jeunes de moins de 35 ans. Chez Paris 2024, nous avons une conviction forte qui est que le sport change les vies. Donc,
l'idée, c'est vraiment d'introduire du sport dans la vie de tous, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu socio-professionnel, de révéler l'athlète qui sommeille en nous, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que l'on croit possible, et c'est ce qu'on cherche à faire aussi chez Paris 2024. L'énergie des Jeux au service de tous, c'est extrêmement enthousiasmant, extrêmement énergisant que de travailler pour les Jeux. Nous sommes aujourd'hui autour de cette table pour montrer à quel point l'intelligence collective et le dynamisme à plusieurs rend plus fort, tout simplement. Des Jeux révolutionnaires, on est dans la patrie de la révolution, mais révolutionnaire au sens positif, inclusion et au sens innovant. Enfin, un état d'esprit. On garde l'excellence française, l'excellence opérationnelle en termes de logistique, de créativité, d'exigence et de partage. Voilà pour faire vite. Des Jeux en phase avec leur époque. Nous souhaitons nous offrir au monde des Jeux responsables, durables et utiles, avec des investissements pérennes, notamment village olympique et paralympique, 3000 logements qui resteront suite aux Jeux olympiques et paralympiques, des Jeux éco-responsables. L'idée, c'est de réduire de plus de moitié l'empreinte carbone des Jeux par rapport aux éditions précédentes et passer de 3,5 millions de tonnes d'émissions de gaz à 1,5 million intégralement compensables et compensés. Et donc avec un projet qui est de très grande qualité, qui tourne autour de 95% d'infrastructures existantes. Enfin, des jeux inclusifs et solidaires avec 150 000 emplois mobilisés à la clé et une recherche de maximisation des opportunités pour tout le tissu économie des TPE, des PME, développer l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire également. Je suis en charge avec mon équipe de l'aménagement du village. Donc il y a tout cet aspect mobilier qui porte une dimension encore de réemploi, de recyclage extrêmement important. Et on sait bien que dans le transport et la logistique, on est très sujet à la critique et aux résultats à montrer quant à nos coûts écologiques. La chaîne logistique des Jeux, c'est quoi? Et l'intégration des acteurs, qui est inédite, c'est quoi? Quelle est notre vision? Tout d'abord, comme Jérôme l'a rappelé, il s'agit de la plus grande opération logistique en temps de paix. Des Jeux révolutionnaires en logistique, ça veut dire des Jeux avec un nouveau modèle logistique qui intègre la multimodalité, qui intègre de nouveaux nœuds, qui intègre de nouveaux modes de transport. On rejoint là les Jeux durables aussi, donc le fleuve, le fret ferroviaire, des camions avec des motorisations qui soient autres que thermiques. Des Jeux responsables, rappelons qu'en 1924, c'était il y a 100 ans, c'était la première édition où les femmes étaient sur la ligne de départ. En 2024, ce sera la première édition où les femmes athlètes seront en nombre égal à celui des hommes. Donc un joli clin d'œil à la parité. Dans le monde du transport et de la logistique, nous manquons de femmes, même si ici nous sommes à parité parfaite. Voilà, c'est aussi un petit clin d'œil que je voulais vous adresser là. Des Jeux responsables en termes de sobriété budgétaire, évidemment. Nous devons de respecter des Jeux qui s'autofinancent à hauteur de 98%. Et enfin, des Jeux utiles et pour tous. Donc là encore, nous avons la chance de travailler dans un secteur où l'ascenseur social est encore possible. Et nous allons travailler avec les prestataires qui nous accompagneront aussi pour s'assurer que la formation, que tous les hommes et les femmes qui travailleront sur ce projet puissent grandir avec nous et avec ce projet. Notre vision, avant tout, elle est basée sur une déclinaison de la vision que je viens de vous présenter de Paris 2024. Il s'agit vraiment d'embarquer un écosystème, de co-construire une chaîne d'activité logistique
avec ceux qui se trouvent déjà autour de la table et demain avec des prestataires transport et logistique. Dans une optique, comme je le redis, d'excellence opérationnelle, n'oublions pas les fondamentaux, d'innovation matérielle et immatérielle et de durabilité. Nous avons à faire face à des enjeux colossaux, inédits en France, des enjeux évidemment opérationnels. On parle d'une chaîne logistique éphémère, temporaire, 30 millions d'articles à transporter, stocker, distribuer et dont il faut organiser la logistique retour avec un événement qui en fait est double. On parle de 2 événements, olympiques puis paralympiques, sans parler de la période de transition. Il faut savoir que même si en France, on a l'habitude d'accueillir des grands événements internationaux, les Jeux olympiques et paralympiques représentent à peu près 41 championnats du monde de rugby, par exemple. Donc, sans aucune mesure, sans aucun équivalent au regard de ce qui s'est déjà fait. Des enjeux financiers, évidemment, des enjeux réputationnels, les projecteurs du monde entier, des diffuseurs, et on sait ô combien ils sont importants. On l'a vu à Tokyo, puisque les images étaient d'une rare qualité, et les yeux du monde, en fait, à défaut de spectateurs. Tout est organisé pour les diffuseurs et la presse. Et enfin, des enjeux périphériques. Je pense notamment à cette marque qui est la marque la plus puissante au monde, les 5 anneaux, qui est évidemment contrefaite. Je pense à la sécurité logistique qui n'a pas d'égal en France et autres sujets majeurs. Donc des métriques, j'ai déjà évoqué 30 millions de produits stockés et transportés, plus d'1 million d'équipements sportifs, environ 100 000 m² de stockage à Londres, ce qui représente 23 terrains de foot pour les footeux, 17 000 livraisons, 202 pays de provenance, avec des enjeux de douane, d'exemption de droits et taxes, là encore inédit en France, et de sécurité logistique. Tout ça sur un timing resserré. Peut-être que pour des questions de timing, je ne vais pas m'appesantir sur le détail des typologies. Il faut juste avoir en tête qu'on traite globalement un peu tous les types de biens. Et là aussi, c'est une particularité de la chaîne logistique des Jeux. On n'a pas de typologie type, on n'a pas d'organisation standardisée. On parle d'équipements sportifs, mais aussi de chevaux, 380 chevaux, d'armes, de bateaux, d'équipements technologiques, d'écrans, de câbles, de TV. Et quand on parle d'équipements sportifs, on parle de javelot, on parle de canoë, on parle de ballon, on parle de sifflet, on parle de chaise arbitre. Donc c'est extrêmement varié. N'oublions pas les fondamentaux. Nous sommes ici dans une conférence sectorielle, donc c'est pas à vous que j'apprendrai que la clé de la livraison logistique des Jeux est bien évidemment de livrer les 30 millions de produits en bonne qualité, en bonne quantité, au bon endroit et au bon moment. Désolée, il y a un petit raté, je pense, sur le slide, mais voilà. Une chaîne intégrée, étendue et intégrée, embarquer des partenaires prestataires avec nous pour transporter des douaniers, stocker, opérer, distribuer, sécuriser, piloter la chaîne logistique et acheter des biens et aménager, piloter. Enfin, vous trouverez ici la carte des sites avec des représentations qui permettent d'organiser la logistique urbaine suivant qu'il s'agisse de structures temporaires ou de structures pérennes, au cœur de ville. Voilà. Merci Véronique déjà pour effectivement cette introduction qui permet de poser le sujet avec quelques chiffres clés. Moi je vais m'adresser à François Clancher. François Clancher, vous faites partie de la délégation interministérielle au JOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu finalement quel est le rôle de cette délégation interministérielle et finalement quelles sont les actions et notamment en lien avec les collectivités locales qui justement accueillent ces événements? Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on dit la DIJOP. Un peu plus fort, si possible. Des Jeux, pardon. Peut-être un peu plus fort parce qu'on vous entend peut-être un peu plus fort, comme ça.
Oui. Donc la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une toute petite équipe. On est 10 personnes. C'est un service du Premier ministre qui a été créé le lendemain du jour où Paris a été désigné comme ville olympique. Et cette équipe est là pour faciliter la vie des organisateurs. C'est-à-dire pour mettre en relation Paris 2024, l'organisateur des Jeux Olympiques, avec toutes les administrations, notamment de l'État, et puis pour faciliter les relations entre les organisateurs et l'ensemble des collectivités locales, pour qu'on soit tous ensemble pour les aider. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que c'est une opération très complexe, très riche. Le regard va être braqué sur la France, donc les services de l'État doivent tout faire pour que le dialogue se passe le mieux possible entre tous. Donc la représentation des gens qui sont autour de cette table montre bien qu'on a déjà réussi une première partie de notre boulot, puisque tout le monde se parle. Il y a un acteur qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont je voudrais parler parce que ça illustre le rôle de la DIJOP, c'est l'acteur douanier, puisque pour faire une bonne logistique sur un événement comme ça, il faut évidemment réussir à passer la douane, et il ne faut pas s'en soucier le jour de la cérémonie d'ouverture, ni même la semaine d'avant. Donc nous avons déjà commencé, il y a un an et demi, à travailler avec la direction des douanes. Et aussi, encore une autre spécificité du projet, c'est qu'il n'y a pas que les douanes métropolitaines, il y a aussi les douanes polynésiennes, puisque vous savez que nous aurons une épreuve de surf à Tahiti. Et d'ailleurs, demain soir, avec le décalage horaire, ce sera demain soir, nous avons une réunion ensemble avec les services douaniers et le gouvernement de Tahiti. Donc pour vous dire, voilà, donc nous sommes là pour faciliter la mise en relation. Mais nous sommes aussi là pour faire valoir les grands objectifs de l'État sur cet événement Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'attend l'État de l'événement Jeux Olympiques en termes logistiques ? Évidemment, autant que possible, le respect de l'environnement. Ça, Xavier Valère en parlera tout à l'heure, mais l'État, évidemment, a signé les accords de Paris, donc l'État a un certain nombre de politiques de respect de la planète, et de ce point de vue-là, il faut évidemment que les Jeux Olympiques soient exemplaires, et l'État est là pour aiguillonner Paris 2024 sur ce sujet-là et pour s'assurer que tout se passe bien, que tout se passe au mieux sur la logistique olympique. L'État est là aussi pour que nos entreprises et nos savoir-faire nationaux soient autant que possible valorisés, aiguillonnés, mis en lumière à l'occasion des Jeux Olympiques. Nous visons aussi au niveau de l'État à ce que nos territoires soient bien respectés, tous nos territoires, la ville de Paris évidemment, hein, mais c'est-à-dire qu'aussi la logistique, j'ai envie de dire, c'est un peu dur, je vais dire, mais ne gâche pas la fête. C'est-à-dire qu'il faut que la logistique des Jeux Olympiques soit tellement réussie que tous les habitants des zones olympiques, toutes les entreprises des Jeux Olympiques, eh bien, ne se disent pas c'était super les Jeux, mais il y a eu un petit peu trop de camions ou on nous a empêchés de circuler. Donc, nous, on est très soucieux, mais là aussi, la ville en parlera tout à l'heure, de ce que la logistique olympique permette à la ville de vivre, aux villes olympiques de vivre, et que la fête soit parfaitement réussie. Et puis enfin, Véronique en a parlé, on voudrait aussi qu'il y ait un certain nombre d'héritages, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nouveautés dans la façon de réaliser la logistique, en particulier la logistique urbaine, où on puisse se dire, ça, c'est grâce aux Jeux que c'est arrivé, et qu'on puisse se dire aussi sur certaines nouveautés, si ça a marché pour les Jeux Olympiques, alors ça doit marcher partout. Donc vraiment, on est là pour pousser un certain nombre d'innovations. Alors, pas forcément tester des choses extraordinaires au niveau des Jeux, parce qu'il faut que ça marche. Donc, il ne s'agit pas de tester des trucs dont on n'est pas trop sûr. Hein. Avant tout, il faut livrer, comme disent nos amis de Paris 2024. Mais donc, voilà, l'État sera aussi là pour favoriser les innovations. On a déjà des tas de choses en route, évidemment. Favoriser l'innovation pour que les Jeux nous permettent d'avancer, nous permettent d'aller plus loin. Voilà, donc évidemment, tous ces thèmes-là que je viens de vous citer, ils seront repris par d'autres, et c'est normal, puisque la DIJOP est là pour mettre en relation, pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler le mieux possible, et puis voilà, que les choses avancent et aillent le plus loin possible, dans le respect, évidemment, de cet objectif primordial, réussir les Jeux. Merci. La logistique olympique doit laisser un aussi bon souvenir que la fête olympique. C'est là un challenge extraordinaire qu'on a devant nous, hein, et qui est finalement fédérateur pour toute l'équipe qui gère cet immense dossier. Xavier Valère, vous pourriez donc effectivement nous indiquer finalement en lien avec la délégation interministérielle quel est le rôle, quelles sont les actions de la DGITM sur cette
opération logistique hors du commun. Oui, merci. Alors la DGITM, c'est l'administration centrale du ministère des Transports, pour ceux qui ne sont pas intimes avec cet acronyme de fonctionnaire. En fait, mon travail en tant que fonctionnaire du ministère des Transports, il est d'accompagner Paris 2024 dans son organisation. Et le ministère des Transports a fait, dès le début, plusieurs actions. Il y a d'abord un premier groupe de travail sur les infrastructures et l'héritage. Vous pensez bien qu'il y a un besoin d'infrastructures dédiées aux Jeux Olympiques sur lequel on s'est penché très en amont et qui a travaillé. Il y a d'ailleurs plusieurs infrastructures en cours de construction. Il y a un groupe de travail sur les mobilités et les circulations, parce qu'il faut bien estimer les flux de personnes, les besoins, et pouvoir donner aux différents acteurs des éléments un peu tangibles pour regarder comment les gérer, les exploiter. Vous avez un troisième groupe sur les flottes disponibles, parce qu'on a envie de faire vert et il y a un calendrier, donc il faut bien regarder ce qui sera disponible, comment on peut faire connaître nos savoir-faire, l'intelligence, le piloter. Et puis un quatrième groupe sur l'innovation. François disait qu'il n'était pas question de se rater, donc on a fait un appel à innovation sur les Jeux Olympiques avec 128 candidatures et 21 lauréats très sérieux, très solides, dont on fait la promotion et dont on dit qu'on accompagne jusqu'à la réalisation pour 2024. Et puis, Jérôme Douy nous en parlera tout à l'heure, il y a un collectif public-privé qui a dit « nous aussi, on veut être de la partie, nous aussi, on veut proposer des choses ». Et du coup, le ministère des Transports s'est retrouvé gentiment embarqué dans une aventure de logistique urbaine. Et donc, on a créé un cinquième groupe sur la logistique. Alors, on avait bien conscience que la question de logistique, c'est une question de contrat entre Paris 2024 et la logistique qui doit être mise en œuvre. Mais le collectif nous a dit ce serait bien qu'il y ait quelque chose d'un peu plus macro dans lequel on se pose des questions ensemble. Et donc, on commence à dessiner un programme de travail. Est-ce qu'on peut déployer des chartes urbaines? Enfin, nous, on aime beaucoup le programme Interlude, qui est un programme qui permet à des collectivités de bien appréhender les questions à poser à ces commerçants, à ces logisticiens pour faire des entrées en ville réussies et bien intégrer leur logistique urbaine. Donc, on se dit peut-être que quelques communes, la ville de Paris, elle est assez outillée, mais il y en a d'autres, ont besoin de connaître ce type de démarche. On a un autre sujet qui est l'offre multimodale massifiée en Île-de-France. C'est déjà une réalité, mais certains chargeurs ont des habitudes autres. Et donc, on se dit, c'est peut-être l'occasion de leur montrer qu'on ne va pas chercher son plein potentiel et que ça soit pour la logistique des Jeux ou pour la logistique pendant les Jeux, il y a des opportunités à saisir sur la Seine, sur le ferroviaire, dans les ports, grâce au magnifique post-acheminement aussi, parce que tout se passe sur la route à la fin. Et puis, on a des sujets d'attractivité, de compétences. Et on voit bien qu'en termes de logistique, il va falloir avoir des équipes. Et donc, pour ça, on va faire un engagement de développement des emplois et des compétences sur lequel il va falloir se muscler collectivement. Et puis, on a un dernier item sur les arrêtés de circulation. On s'est aperçu que beaucoup de professionnels nous demandaient d'avoir de la capitalisation d'arrêtés de circulation. Donc on est en train de s'appuyer sur une initiative du conseil régional de l'ADEME qui s'appelle BAC Île-de-France. On va essayer de regarder comment on peut accélérer et déployer cet outil de capitalisation des arrêtés de circulation. Donc voilà, on a créé un petit collectif où on se dit comment on peut aider l'écosystème à être plus performant. Et donc c'est ce sur quoi on travaille au ministère des Transports. Donc, on a déjà effectivement, merci pour ces quelques axes de travail qui sont donc au cœur finalement de toutes les problématiques logistiques des JOP 2024. Alors moi, je vais m'adresser donc à Yasmina Chenaoui et Michel-Angélique Nicole. La ville de Paris, finalement, on pense d'abord à la Seine-Saint-Denis quand on pense au lieu olympique, et c'est assez naturel puisqu'il y a d'immenses chantiers en Seine-Saint-Denis d'accueil à la fois du village olympique et puis d'un certain nombre d'épreuves. Mais il va y avoir tout un certain nombre d'événements et de lieux à l'intérieur même de la ville de Paris qui vont être dédiés au JO 2024, JOP 2024, pardon. Hein, donc Véronique, j'essaie de ne pas me tromper. Hein, donc j'ai appris Paralympiques, n'oublions pas les Paralympiques. Hein, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Alors, je ne sais pas si on peut reprendre la présentation d'avant, parce qu'il y avait plusieurs slides qui concernaient justement le positionnement des sites dans Paris. Oui, effectivement, Paris va accueillir un certain nombre de sites de compétition et de célébration sur des sites que vous connaissez déjà, des sites existants comme Bercy ou encore Roland-Garros, le Parc des Princes, mais également sur un certain nombre de sites temporaires dans des espaces iconiques de la ville de Paris, comme la place de la Concorde, la place des Invalides ou encore le Champ de Mars. Alors, comment la ville se prépare? De plusieurs manières et sur des enjeux aussi différents que le tourisme, la mobilité ou encore l'inclusion. Donc voilà, on voit quelques images qui donnent envie déjà d'être en 2024 pour pouvoir profiter de ce magnifique paysage. Et donc oui, ce sont les Jeux de Paris, mais aussi les Jeux de toute la France avec la Seine-Saint-Denis, les villes foot ou encore Tahiti. Voilà, je laisse défiler que vous puissiez regarder. Et donc au total, ce sont combien de sites à Paris donc, qui vont accueillir les Jeux? On a une idée un peu? Je dirais une dizaine de sites dans Paris. Et donc, y compris d'ailleurs ici, donc d'après ce que effectivement donc nous avons appris, donc y compris au parc des expositions de la Porte de Versailles. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors, Michel, Angélique, Nicole, comment la ville de Paris finalement se prépare à ces événements? Ce sont quand même des événements à l'intérieur même du tissu urbain parisien, donc qui est évidemment extrêmement dense, extrêmement complexe. Comment la ville de Paris se prépare finalement sur la préparation? Je vais peut-être juste continuer, puis je laisserai la parole à Michel, Angélique juste après. Donc, je disais que la ville se préparait sur plusieurs domaines, puisqu'elle va accueillir un certain nombre de visiteurs. Et comme l'a souligné mes collègues, la priorité pour la ville de Paris, c'est aussi de garantir des retombées économiques et sociales positives sur les territoires et les habitants. Et ça se voit par l'ambition forte portée par ce projet, à la fois au niveau environnemental et social. La ville, la première étape de sa préparation, ça a été de définir un programme d'héritage par le biais d'une concertation qui a duré plus d'1 an, qui a réuni près de 1000 personnes de la société civile parisienne et qui a donné lieu à une vingtaine de mesures. C'est le programme Transformation olympique avec notamment une des mesures les plus emblématiques qui est la sortie du plastique à usage unique qui concerne notamment la chaîne logistique, entre autres. La deuxième étape, elle est plus opérationnelle puisque c'est de préparer la ville d'un point de vue infrastructurel et serviciel à l'accueil des visiteurs et des compétitions. Et sur le côté infrastructurel, on a déjà commencé puisque la ville conduit des opérations de rénovation et de construction d'équipements sportifs. Je citerai notamment la nouvelle aréna à la Porte de la Chapelle, qui est construite par la ville, et la rénovation du stade emblématique Pierre de Coubertin, mais également la rénovation d'un certain nombre de sites d'entraînement. Donc la ville aussi va préparer son espace public à accueillir les sites temporaires. Enfin, la ville, sur le sujet de la logistique, puisque la co-construction est un peu dans son ADN, a tout de suite souhaité, dès le démarrage, faire partie de ce travail collaboratif initié par le Club Logistique en Or. Et elle va continuer dans les semaines et dans les années à venir à participer à cette construction d'une logistique événementielle durable et exemplaire. Mais elle voudrait également que ce travail il se décline à l'échelle locale. Plus on va approcher des Jeux et plus il faudra cette déclinaison locale pour s'assurer que justement les commerces et les activités qui sont directement impactées par les Jeux puissent travailler au mieux à leur organisation pendant cette période très particulière. Et pour finir sur la logistique urbaine, la ville de Paris a initié depuis le début de cette année tout un volet d'ateliers de concertation sur la définition d'une nouvelle logistique urbaine que je vais laisser détailler par ma collègue Michel Angélique. Oui, en effet, donc autant la logistique des Jeux Olympiques eux-mêmes relève des compétences du comité d'organisation, autant la logistique pendant les Jeux relève bien de la ville de Paris. Et l'organisation de ces Jeux est un tel défi que notre exécutif, élu il y a 1 an, nous a demandé de redéfinir ou du moins de clarifier notre stratégie globalement en matière de logistique urbaine. Et donc là, cette année 2021 est consacrée à Paris à la redéfinition, à l'élaboration de cette stratégie logistique qui se décline sous 6 thématiques qui englobent un petit peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans une ville comme Paris.
Donc ces 6 thématiques, c'est tout d'abord le foncier et l'immobilier logistique. Pour avoir une logistique du dernier kilomètre décarbonée, il est essentiel d'offrir des espaces de cross-docking en fait, aux acteurs de la logistique pour avoir ce dernier kilomètre en mode électrique ou en vélo cargo. Donc c'est un grand enjeu pour nous et qui se fait en plus dans un contexte de redéfinition de notre plan local d'urbanisme. Donc les calendriers s'enchaînent bien, si je puis dire. Notre deuxième thématique, c'est le partage de l'espace public. C'est également un enjeu extrêmement important. Comment partager notre espace public entre différents usages avec des mobilités nouvelles qui apparaissent. Je pense notamment aux trottinettes, à toutes les mobilités partagées. Et comment partager cet espace public contraint avec les besoins de la logistique, les besoins de livraison et la circulation de véhicules de différentes tailles, donc qui vont du vélo cargo au poids lourd. Et c'est un partage de l'espace public qu'on envisage également dans le temps, en essayant de favoriser notamment des livraisons en horaires décalés. Troisième thématique de réflexion, qui est assez nouvelle, je crois, qui est même assez inédite parmi les collectivités locales. On s'est intéressé aux conditions de travail des livreurs. Des conditions de travail qui ont toujours été assez pénibles, on le sait bien, mais qui sont de plus en plus hétérogènes entre le livreur salarié d'une grande société et le livreur, on va dire, ubérisé d'une plateforme de livraison de repas instantanés. On va avoir des différences de statut, de conditions de travail et de sécurité également qui vont être extrêmement différentes. Et on travaille à voir comment essayer d'améliorer, de réduire ces différences, d'améliorer les formations et de proposer aussi des parcours de carrière plus homogènes dans la profession. La quatrième thématique porte sur les nouveaux modèles pour inventer l'offre de proximité, pour favoriser l'offre de proximité. Donc là, dans cette quatrième thématique, on parle à la fois des circuits courts, notamment des circuits courts alimentaires, qui ont aussi une chaîne logistique qui peut être souvent améliorée, mais aussi tout ce qui est reverse logistique, recyclage, réutilisation, et puis également soutien au commerce de proximité pour les aider à résister aussi aux concurrences du e-commerce et comment les aider à proposer des services à leurs consommateurs, type click and collect par exemple. Cinquième axe qui est celui de la logistique des chantiers. Donc pareil, c'est aussi un enjeu très important à la fois pour la ville et pour la métropole. Donc c'est comment optimiser les flux aux abords des chantiers, qu'il s'agisse des grands chantiers d'aménagement, des grandes opérations d'urbanisme, avec l'idée peut-être de mettre à disposition davantage de centres de consolidation de chantiers pour mieux organiser cette logistique et puis également mieux organiser la logistique des chantiers du diffus, des chantiers qui concernent des rénovations d'appartements qui vont être de plus en plus nombreuses dans un contexte de rénovation énergétique. Et donc là, il y a aussi un travail à faire avec les petites entreprises, avec les artisans, tous les indépendants du secteur pour les aider à réduire leurs flux et puis aussi les aider dans leur transition énergétique. Et là, c'est tout le sujet du dernier axe, qui est la transition énergétique et environnementale du secteur du transport de marchandises, donc qui coïncide aussi avec la date des Jeux Olympiques en 2024, mais aussi à l'étape de la zone à faible émission métropolitaine de 2024 qui vise à interdire les véhicules critère 2. Et donc les véhicules critère 2, c'est tous les véhicules diesel Euro 6. Donc c'est très impactant dans le monde de la logistique. Donc là, on a eu d'ailleurs notre dernier atelier la semaine dernière qui portait sur ce thème, comment accompagner au mieux les professionnels dans cette transition énergétique, comment prendre en compte l'offre constructeur disponible aussi aujourd'hui dans cette transition énergétique. Et toutes ces contributions vont nous permettre évidemment d'alimenter nos réflexions et de proposer un programme d'action que notre exécutif parisien veut que nous mettions en œuvre dès début 2022. Ce plan stratégique va être proposé au vote du Conseil de Paris début 2022
et donc une mise en œuvre très rapide et donc qui devra être en place pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors évidemment, il y a aussi plusieurs temporalités dans les propositions qu'on pourra faire, et certains demandent des adaptations réglementaires, d'autres demandent peut-être une technologie plus mature et donc devront être anticipées plus à un horizon 10 ans, mais qui pourront peut-être être expérimentées à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est le travail là qu'on est en train d'achever dans cette dernière partie de l'année 2021 et qui devra être pleinement mis en œuvre dès l'année prochaine. Donc, un lien direct d'ailleurs avec une conférence qu'on organise après-demain sur les métropoles et la logistique urbaine. Et donc on va reparler des zones à faible émission notamment et de la zone à faible émission parisienne. Je vais m'adresser à Jérôme Douy. Jérôme, vous animez le Club Logistique en Or. On a cité donc ce nom qui est peut-être nouveau pour certains d'entre vous donc, dans les interventions précédentes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la mission de ce club et quels sont ses objectifs ? Oui, bonjour. Effectivement, alors vous m'avez effectivement introduit finalement au niveau du titre coordinateur du club logistique et de TLF. Donc évidemment, ma mission principale, c'est celle de l'Union TLF Transport Logistique de France. Donc c'est pas vraiment un titre coordonné, la démarche logistique en or. C'est plus une mission, on va dire, un engagement qui s'est traduit au travers un collectif. Alors évidemment, on l'a peut-être initié parce qu'il faut toujours un acteur un petit peu pour initier les choses, mais qui a été très vite rejoint par tout un tas d'acteurs, alors privés et puis d'organisations professionnelles, aussi publiques, parce qu'il y avait aussi cet accompagnement-là dans cette démarche. Et c'est une démarche qui n'est pas d'hier, qui date déjà de 2 ans. Donc 2 ans, c'est long. C'était avant le Covid, vous voyez un petit peu l'affaire. Donc on a lancé effectivement cette démarche parce que, en dehors de l'esprit évidemment des Jeux Olympiques, de cet esprit citoyen, d'aller vers la réussite des Jeux, il y a aussi cette dimension logistique. Et ça a été rappelé à multiples reprises, donc je ne vais pas leur refaire l'exercice, mais évidemment qui est une composante fondamentale dans tout type d'événement d'ailleurs, et d'autant plus celui-là, puisque dans sa portée en termes évidemment d'ambiance, de logistique, il était important que notre secteur soit représenté, soit à l'écoute et montre évidemment tout son dynamisme, parce que les Jeux Olympiques, en dehors peut-être, on va dire, d'une Coupe du Monde de rugby ou de football, c'est vraiment la vitrine de tout un pays, et il fallait que de toute façon notre profession soit présente. Donc quelque part, on a initié cette démarche, on a voulu écrire, nous aussi, écrire un peu l'histoire, on va dire. Alors l'histoire de la logistique, mais un petit peu l'histoire des JO aussi pour 2024. Et donc, on a lancé finalement un collectif au travers de différents enjeux qui ont été sur 5 axes, sur la partie environnement, sur la partie infrastructure, sur la partie organisation des flux, réglementation, et puis naturellement attractivité du secteur RH, et de manière à pouvoir créer une émulsion de réflexion propre à la profession pour pouvoir transmettre au pouvoir public, aux organisateurs naturellement des JO, finalement un peu, c'est pas un livre blanc d'ailleurs, on a plutôt été très large, une restitution finalement de propositions, 53 propositions qui ont été établies au travers de ces 5 enjeux que je vous ai cités. Et alors ça a animé quand même une centaine de personnes, hein, donc c'était quand même pas simple, donc c'est pour ça que ça a duré un petit temps. Et on a finalement un peu récemment, hein, de fin 2020, c'est ça, finalement retranscrit donc aux acteurs qui sont à mes côtés un petit peu de la traduction de notre copie. Vous pouvez nous citer quelques-unes de ces propositions, peut-être ? Alors quelques-unes, j'ai mon anti-sèche, donc c'est super, hein, parce que... quelques-unes. J'espère que vous ne resterez pas sur les quelques-unes que je vais vous citer, parce qu'il y en a 53 qui sont super intéressantes. Mais on l'a dit un petit peu, permettre le déploiement de micro-hubs évidemment sur Paris, donc favoriser ces implantations-là et leur organisation, surtout leur accessibilité. On va citer intégrer la notion d'espace logistique aux infrastructures temporaires, pourquoi pas réfléchir à demain, hein, on en a parlé de l'héritage
il faut préparer demain. Et pourquoi pas, étant donné, on connaît les problématiques de foncier, d'implantation, des surfaces logistiques, en tout cas dans les cœurs de ville, ça tombe bien, les JO, c'est dans les cœurs de ville. Donc pourquoi pas bénéficier finalement de ce côté positif. Favoriser bien sûr le développement des infrastructures énergétiques, pourquoi pas en zone temporaire, hein, des stations mobiles. On peut peut-être effectivement imaginer ça. Peut-être qu'à l'avenir, et en fonction, encore une fois, c'est un peu ce stade expérimental, mais qui pourrait se traduire finalement sur une durabilité dans le temps et en devenir vraiment pérenne. Révision, alors, développer un guichet unique des aides financières, ça en fait partie. Pourquoi pas réviser les vignettes critères, parce que finalement on est dans une dynamique ZFE qui tombe un petit peu en même temps. Bon, il y a des énergies disponibles, d'autres qui sont un peu moins. Et puis de Paris 2024, c'est demain, à notre échelle. Donc peut-être qu'il y a des choses à repenser au niveau ZFE. Inclure le transport dans la chaîne d'économie circulaire, parce que finalement demain aussi, en dehors des Jeux Olympiques, évidemment ce sera un problème, mais demain, dans la ville de demain, il y a une gestion des déchets qui sera à résoudre. Le transport, en tout cas de marchandises tel qu'on le connaît, il y a des acteurs qui savent faire et qui pourraient prendre en charge une partie de cette logistique-là. Finalement, peut-être aussi réfléchir sur cette notion de transport de vide. Alors, attention aux mots, on ne transporte pas du vide. Nos colis qu'on transporte ont du vide à l'intérieur. Ça, c'est pas pareil. Donc, on est chargé le plus souvent au maximum parce qu'on est des organisations logistiques qui travaillent sur leur performance en matière de flux. Mais malheureusement, le camion, il a beau être chargé à 100%, il est à 40% vide parce que dans les cartons, c'est à 40% vide. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de thématiques sur lesquelles on a essayé, alors originales, un peu moins originales, mais qui sont clairement la traduction, de toute façon, des représentants qu'on a pu mettre autour de la table. On avait 46 organisations autour de la table, publiques, privées et organisations professionnelles. Et donc, on a trouvé qu'effectivement, cette restitution, en tout cas, était un bon pied à l'étrier pour pouvoir commencer une histoire, en tout cas, sur cette partie logistique, de la date, bien sûr, de cette restitution, mais en voulant vraiment accompagner cette démarche. Le club logistique en est finalement pour sortir. La démarche initiale, c'était une logistique en or, transporteur d'exploit. Ben oui, on s'est donné un titre un petit peu dans cette affaire, mais finalement, l'idée, c'était d'attirer donc les pouvoirs publics, les organisateurs. Ça s'est un peu traduit dans les propos. Donc, on va dire challenge un petit peu gagné, hein, si je peux me donner moi aussi la médaille. Enfin, collectivement, bien sûr, mais nous donner cette petite médaille. Et vraiment, notre volonté, c'était de pouvoir accompagner cette démarche. Et donc, la traduction du club logistique en or, donc c'est faite avec, bien sûr, une concertation maintenant qui va être établie jusqu'en 2024 pour vraiment s'assurer de la performance logistique JO, mais aussi, ça a été un petit peu dit au travers vos propos, la logistique du quotidien. Il ne faut surtout pas l'oublier, c'est aussi un petit peu ça qui nous a animés, c'est que bien sûr que toutes les lumières vont être sur la partie JOP, mais par contre, il y a une logistique du quotidien, il y a des gens qui vont continuer à vivre quand même à côté, il y a des gens qui aiment le sport, puis il y a des gens qui n'aiment pas le trop sport, hein, c'est comme ça, mais qui vont devoir commander parce qu'il y a une consommation quand même qui va continuer. Alors au mois d'août, on pourrait se dire, bah oui, mais les gens vont partir en vacances. Bah oui, mais il y a finalement une logistique JO et en plus, il y aura encore les JOP qui se continueront donc après le mois d'août et donc avec des difficultés probablement qui seront associées à cette mixité de deux logistiques qui doivent pourtant être et l'une et l'autre réussies. J'ai bien compris, il faudra préparer une médaille d'or pour la logistique supplémentaire, Véronique. Donc, à prévoir, effectivement. Alors, justement, il a été, le mode fluvial a été évoqué. Je vais m'adresser à Florence Oclonchet. Et puis, le ministre Jean-Baptiste Djebbari, ce matin, a justement parlé du multimodal. Donc, et on est un peu au cœur du sujet. Est-ce que l'utilisation du mode fluvial est envisagée, hein, et même, si je ne me trompe pas, utilisée déjà pour les chantiers du village olympique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Alors, vous l'avez bien compris, hein, l'État soutient et encourage tout ce qui permet de décarboner les transports et la logistique. Et évidemment, le fluvial en fait partie.
Alors là, sans parler évidemment du surf à Taipo, si on regarde, on pourrait peut-être la montrer tout à l'heure, la carte des sites où vont se passer les Jeux Olympiques. Depuis le village olympique jusqu'à Bercy, on va avoir une quantité de sites qui seront au bord de la Seine. Si on remonte la Marne, on va avoir Vers-sur-Marne. Et si on remonte les canaux, on arrive au Stade de France. Donc quasiment tous les Jeux Olympiques, j'ai envie de dire quasiment sauf ce site, sauf ici Versailles, se trouveront au bord de l'eau. Donc, évidemment, il faut en profiter. Alors, bien évidemment, dans les années qui viennent, plein de choses vont être faites, notamment sous l'égide de Paris 2024. Mais il y a déjà une institution qui travaille sur ce sujet-là, c'est la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est la société qui est là pour préparer toutes les infrastructures durables qui vont servir pour les Jeux, et notamment qui aujourd'hui œuvre à la construction du village olympique. Il se trouve, vous le savez tous, on le voit que le village olympique il se trouve au bord de la Seine, et la Solideo a déjà beaucoup travaillé avec les voisins là dont je vois le stand juste à côté de VNF, pour favoriser l'usage de la Seine dans la construction du village olympique. Rien qu'en 2020, 125 000 tonnes de déblais, donc préparatoires à la construction du village olympique, sont partis sur la Seine. Ça fait, alors j'ai fait petit calcul, 6250 camions évités. Ça fait à peu près 40 camions par jour ouvré. C'est toujours ça de prix. Donc, alors évidemment, tout ne passera pas exactement sur la Seine. Ça ne sera pas toujours aussi simple que d'évacuer des déblais. Et il reste quand même, malgré tout, 400 camions par jour sur les chantiers du village olympique. Mais j'ai envie de dire, tout ce qui est pris est pris. Et donc, on va évidemment tout faire, et la DIJOP et puis la DGITM seront là pour favoriser autant que possible la logistique fluviale, et pour proposer, je crois que c'est ça notre idée, pour proposer à Paris 2024, à ses prestataires et à ses partenaires, un maximum de solutions qui passeront par la Seine, parce que c'est quand même dommage d'avoir ce grand fleuve qui va irriguer tous les Jeux Olympiques et qui ne soit pas utilisé au maximum pour la logistique. Inutile de vous dire toutes les qualités, évidemment, et toutes les opportunités que ça nous offre pour avoir des Jeux les plus propres possibles. Merci. Alors Xavier Valère, donc quelque part finalement on parle finalement de moyens de transport un peu, alors je ne vais pas dire nouveau parce que le fluvial c'est même le mode de transport le plus ancien, mais quelque part d'initiatives finalement nouvelles. Qu'est-ce qui va perdurer finalement, donc quel va être l'héritage et comment vous voyez les choses, quelle est votre vision finalement par rapport à l'héritage? Alors, en fait, traditionnellement des Jeux Olympiques, il y a un héritage avec des infrastructures. Et on essaye en général de les concevoir pour qu'elles soient utiles pour la suite. Donc ça c'est, j'allais dire, l'héritage assez classique. Et en ce moment on vit une période un peu particulière. Il y a une révolution énergétique qui est à l'œuvre. Il y a une révolution numérique aussi qui nous perturbe. Et on voit bien que la logistique c'est en fait un monde qui bouge. C'est hyper concurrentiel, il faut être toujours innovant. Et en fait les Jeux Olympiques c'est l'occasion de démontrer un savoir-faire. Et on le voit bien dans nos politiques publiques, on est de plus en plus interpellés. Ça fait partie, quand on est maire, la logistique, il y a 10 ans, ce n'était pas forcément un sujet. On était dans la ville, le cadre de vie de la ville. Aujourd'hui, un élu qui ne parle pas de logistique et d'une ville apaisée en logistique, eh ben, il lui manque quelque chose. Et on est un peu dans ce moment-là, en termes de logistique et de Jeux Olympiques, et qu'est-ce qu'on va présenter comme exemplarité au monde, et finalement ce collectif, ce qui se crée aux différentes échelles, il est là pour se dire tiens, on a quelque chose à dire dans la période en ce moment, et chacun des intervenants l'a dit sur son champ d'action. L'héritage qu'on veut donner, c'est de dire tiens, dans ce moment de transition, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Enfin, pour moi, c'est plus ça l'héritage. Alors elle l'a dit immatériel, Véronique, mais c'est pour moi le plus important. Et Véronique, c'est votre vision finalement, Véronique Filigal, votre vision de l'héritage justement des Jeux 2024, en quelques mots finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je pense que tout a été dit, à savoir que les infrastructures seront certainement des infrastructures pour la partie exclusivement chaîne logistique assez légère, peut-être des stations avitaillement supplémentaires ou autres, mais
Avant tout, il s'agit d'un héritage immatériel. Premièrement, une offre multimodale pour les chargeurs en région parisienne. Deuxièmement, des formations de logistique événementielle, une attractivité du secteur décuplée. On connaît la souffrance du secteur, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va aussi apporter notre pierre à l'édifice. Ensuite, nous avons également toute cette numérisation des arrêtés de circulation et le partage de l'information. On est dans un secteur extrêmement segmenté, fragmenté, qui a du mal à partager, qui a du mal à travailler ensemble. Donc, profitons de l'effet fédérateur, enthousiasmant des Jeux pour travailler tous ensemble. Donc, je pense que déjà, nous sommes bien ambitieux avec ces axes majeurs collectivement. Nous y travaillons tous les 15 jours. Donc, voilà, essentiellement. Oui, en ce qui concerne finalement les professionnels, finalement, quelle bonne pratique souhaiteriez-vous un peu voir perdurer finalement au-delà des Jeux? Alors, moi, il y en a une bonne pratique. Parce que finalement, nous, on a travaillé depuis 2 ans pour 53 propositions qui reflètent des bonnes pratiques. Donc, il y en aura 53. En fait, moi, je pense qu'il y en a une que je vais cristalliser d'une manière plus globale. Grosso modo, la bonne pratique, c'est celle qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui. C'est une collaboration avec les acteurs. C'est de se lancer sur une dynamique, finalement, de projet, mais pas que. Une dynamique bien plus large qu'un simple projet. C'est une dynamique de vie, de société. Et on aimerait qu'en tout cas, de cette démarche qu'on a pu aussi initier, partager et accompagner jusqu'en 2024, finalement, consolider cette démarche. Alors, bien sûr, pour l'Île-de-France, mais pas que, puisqu'il y a d'autres métropoles qui se mettent en route. Il y a d'autres métropoles aussi qui réfléchissent à leur logistique urbaine, qui donnent aussi d'ailleurs des zones de contrainte, puisque des ZFE vont se mettre en ligne. Et il faut qu'il y ait cette concertation, cet échange avec la profession pour justement penser en tout cas la logistique de demain et qu'elle soit véritablement bien associée avec la profession. Moi, je rêverais, entre guillemets, que finalement, au travers de cette démarche-là, peut-être que demain, il y aurait la possibilité de monter sur, passé 2024, un niveau un petit peu supérieur avec, pourquoi pas, un Île-de-France mobilité, marchandises ou fret qui pourrait finalement prendre écho de cette démarche et de cette collaboration. Et peut-être que ça fera écho d'ailleurs à d'autres collectivités de façon à donner un cadre d'échange et pas parfois des concertations qui sont certainement le mieux fait en tout cas pour les uns et les autres en termes de collectivité, mais qui ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Et là, je pense que ça, effectivement, c'est la bonne pratique qu'on est en train de vous montrer. Finalement, Xavier Valère parlait tout à l'heure de charte logistique urbaine. Finalement, ce travail en commun est déjà finalement une initiative proche d'une charte, puisqu'on met autour de la table des acteurs privés, des acteurs publics, l'organisateur de l'événement, donc les collectivités locales bien sûr, qui donc vont pouvoir finalement échanger finalement sur toutes les problématiques et trouver un équilibre des solutions qui permettent finalement la mise en œuvre de cet événement. Alors Xavier Valère, justement, donc c'est probablement la première fois depuis longtemps qu'on constate une telle mobilisation des acteurs. Alors c'est vrai que l'enjeu est à la hauteur de cette mobilisation, donc l'État, les collectivités locales, les acteurs privés, l'organisateur, tous souhaitent finalement une exemplarité de cet événement, finalement sur le plan du fonctionnement, mais aussi sur le plan environnemental, si j'ai bien compris. Alors quelle est votre vision et quelle est finalement la vision de l'État donc, par rapport à ces enjeux ? Oh là là, qu'il est dur d'être fonctionnaire quand on vous demande quelle est la vision de l'État. Enfin, moi je retiens l'image qu'a donnée Jérôme Douy tout à l'heure, ce qui sera exemplaire. Enfin, on a nos 3 transitions à réussir. La transition énergétique, on voit bien que entre celui qui construit un moteur, celui qui construit une barge, celui qui a une stratégie d'avitaillement, celui qui doit la payer dans son coût, si on ne se parle pas, on peut faire les meilleurs plans stratégiques qu'on veut, on se rate. Et on voit bien que ce type de transition, elle nécessite qu'on se parle souvent. Chacun dans nos niveaux de responsabilité, sinon on va peut-être prendre des bonnes idées, mais comme il n'y a pas le chaînon d'à côté qui fait que votre idée, elle marche, ça ne marche pas. Et je dirais que
C'est ça la bonne politique en ce moment. Et une transition numérique, si on ne la bosse pas ensemble, on la rate. La transition écologique, si on ne la bosse pas ensemble, on la rate. Et donc, ces 3 révolutions, numérique, écologique, énergétique, elles sont ensemble, elles sont en ce moment. Et voilà, dans la logistique, je dirais que c'est prégnant de les traiter ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Donc, je dirais que la parole de l'État, c'est plutôt de faire partie d'un collectif, très humblement, et pas de dire l'État fera tout ou l'État sera tout, mais de regarder dans nos compétences ce qu'on peut apporter dans ce collectif. Donc peut-être on arrive au terme, peut-être Véronique, le mot de la fin finalement, quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes et la méthodologie que nous avons adoptée, tout d'abord, il faut toujours savoir qu'une Olympiade est à la fois multiple et unique. Donc le CIO, tous les 2 ans, offre au comité d'organisation une ossature avec des jalons qui nous aident, parce qu'on ne parle pas d'une copie blanche, mais en même temps, chaque ville est unique, chaque environnement est unique, chaque projet est unique. Donc on est vraiment sur un modèle nouveau qui défie tous les autres modèles jusqu'à maintenant mis en place dans le cadre des logistiques olympiques et paralympiques. Donc, méthodologie, le CIO et ses jalons. Deuxièmement, nous sortons d'un programme d'observation à Tokyo, où on a pu récupérer quand même un certain nombre de bonnes pratiques. Et enfin, la planification opérationnelle. Donc, sur la fin d'année 2021 et le début d'année 2022, au-delà de la vision et de la stratégie, nous cherchons à travailler avec des prestataires de transport et logistique, mais également sur la partie mobilier, sur la partie matelas. Nous allons rentrer plus finement dans l'organisation et la planification opérationnelle. Sur 2023, nous rentrerons encore plus finement dans les jalons de planification et de test events, qu'on appelle des répétitions grandeur nature sur des championnats existants ou que l'on constitue pour, in fine, atterrir sur 2024 dès janvier avec des montages et l'aménagement du village à partir du 1er mars 2024. Donc, pour clore peut-être et vous donner un avant-goût de cette dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, je peux vous proposer un petit film qui va nous... Je vous emmène en BMX. Non, on me dit non en régie. Il paraît que la technique n'est pas sans couture. Donc je ne vous emmènerai pas sur les toits de Paris en BMX, mais je vous invite fortement à vous procurer la vidéo qui est publique, cette magnifique vidéo. Voilà, un teasing à défaut d'autre chose. Qui vous permet de balayer tous les toits de Paris et les arénas qui vont constituer le joyau des sites de compétition et des sites festifs, au premier rang desquels le Grand Palais, la Concorde, les Invalides et tutti quanti. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc désolé pour la vidéo, il y a un problème technique, mais voilà, qui... arrive. On a quelques minutes pour pouvoir prendre des questions de la salle. Peut-être qui est-ce qui veut se lancer sur ce sujet extrêmement important, extrêmement complexe, ou qu'est-ce qui veut se lancer sur la première question de la salle? Oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous présenter en même temps, mais si on se connaît bien, je vais peut-être vous faire passer le micro, ça sera plus simple. Jérôme. Bon, ça fait un Jérôme de plus. Jérôme Rouge, conseiller en logistique. Je serais intéressé pour avoir un petit zoom sur le réseau logistique que vous envisagez au moment des Jeux Olympiques, puisque vous nous avez dit 100 000 mètres carrés, différents moyens de points de stockage, de distribution. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Merci pour votre question. Donc aujourd'hui, on est plutôt parti sur 2 types d'entrepôts, plutôt le long du fleuve, mais ça reste ouvert en fonction des disponibilités foncières également des futurs prestataires transport et logistique
que l'on embarquera et qui se joindront à nous. On est sur des entrepôts plutôt de 40 000 m², 30-40 000 m². Traditionnellement, il y a des séparations ont lieu entre les différents types d'équipements, puisqu'on a d'une part des équipements sportifs, olympiques et paralympiques, d'autre part des équipements technologiques à destination de nos top partenaires. On a également OBS, Olympic Broadcasting Services, donc grand diffuseur olympique qui nourrit ensuite les diffuseurs nationaux et pour lequel on a des obligations contractuelles d'entrepôt avec des espaces très, très spécifiques qui servent aussi d'ateliers de montage, qui permettent aussi aux équipes de préparer les Olympiades suivantes. Par exemple, à Tokyo, là, ils étaient déjà sur la préparation in situ à Tokyo pour la préparation de Pékin 2022. Donc, des délocalisations en région parisienne, clairement. Donc 40 000 m² en bord de Seine, bon. Par exemple. Une autre question de la salle. Peut-être sur cette thématique. Qu'est-ce qui veut se lancer? Je ne vois pas tout le monde, peut-être. Hein, s'il y a, Oui, Jean-Luc Rognon. Je connais bien. Jean-Luc Rognon de Supply Chain Magazine. J'avais juste une petite question sur les 53 propositions. Ce sont des propositions qui sont pour l'instant retenues ou ce sont des... Enfin, c'est déjà dans le programme de se dire on va essayer de remplir tous ces objectifs ou bien ce sont des propositions qui ont juste été évoquées par le club logistique en or? Ouais, merci pour votre question, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté sur ce point-là. On a, nous, fait ressortir 53 propositions au travers des 5 enjeux que je vous ai dictés pour qu'il y ait un cadre d'échange avec donc les organisateurs et les pouvoirs publics sur, évidemment, la vision de la logistique associée au JO. Dans l'expression, finalement, des besoins, il n'y a pas que cette logistique au JO. Il y a aussi la logistique de demain et donc la logistique du quotidien. Donc on a vu ensemble, on a eu des séquences de travail pour déjà comprendre ces propositions, parce que des fois ça peut être clair pour nous, mais pas forcément donc pour les organisateurs ou les pouvoirs publics. Donc on a traduit un peu ces 53 propositions, et dans les cadres qui ont été retenus, alors je vais leur dire, mais donc la partie logistique urbaine, la partie offre multimodale, la partie digitalisation, attractivité métier, en fait il y a 22 propositions qui ont été retenues dans un cadre associé dans la dynamique JO. Ce n'est pas que les autres aient été mis de côté ou balayés d'un revers, c'est simplement qu'elles étaient plus à propos, en tout cas pour répondre finalement directement à l'ambition des Jeux. Les autres, on travaille un peu dessus, on a commencé en tout cas à répartir dans d'autres instances, dans d'autres groupes, sur d'autres institutions, on va dire, administrations, qui sont peut-être plus à même de prendre cette thématique. Je vous cite tout à l'heure, je vous ai cité vignette critères. C'est évidemment pas Paris 2024 qui va gérer ce problème-là. Par contre, on l'a fait ressortir comme un problème parce que ça allait devenir une dynamique dans les ambitions, bien sûr, de la ville de Paris au travers sa ZFE. Un problème parce que malgré tout, bien qu'on ait de grandes intentions au niveau de la profession, l'accessibilité des typologies de véhicules, en tout cas pour faire évoluer le parc, est compliquée. Ce qui veut dire que 2024, ça risque d'être assez tendu sur ce sujet-là. Donc, l'évolution de ces critères-là, c'est aussi dans cette dynamique d'échange de dire attention, parce que ça va être un problème. Par contre, on sait très bien que ce n'est pas Paris 2024 qui va le gérer. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les 22 propositions finalement qui ont été retenues. Mais par contre, on ne l'a pas oublié. Et ce sera peut-être avec d'autres administrations, telles que la DGEC, la DGITM, où on va raisonner et travailler ce cadre-là. Voilà, c'était un exemple, il y en a d'autres. J'espère que je réponds à peu près à votre interrogation. Est-ce que peut-être une réaction? Oui, juste pour préciser qu'en effet, ces 53 propositions ont été passées au filtre entre la DGITM, la DIJOP, la mairie de Paris et le comité d'organisation de Paris 2024. Et
Certaines relèvent plus de politiques publiques à long terme, d'autres de pratiques extrêmement opérationnelles. Et donc, on a collégialement décidé de ressortir ces 4 grands axes qui nous paraissaient pertinents dans le cadre de Paris 2024 et de son héritage. Merci. Une réaction de la ville de Paris, peut-être, sur ces propositions. Est-ce qu'il y en a qui sont emblématiques pour vous, dont on a parlé, qui finalement en lien avec les orientations de la ville? Oui, en fait, on a travaillé avec le collectif Logistique en Or, et nous, dans notre démarche de stratégie logistique, on a invité largement aussi les professionnels du transport, de la logistique à apporter leurs idées. Donc, logiquement, la stratégie logistique de la ville et les propositions de Logistique en Or se recoupent sur différents points. Je pense à ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le maillage d'immobilier, de foncier dédié à la logistique dans Paris, c'est un objectif partagé. La question des livraisons en horaire décalé, livraisons silencieuses, je précise, en horaire décalé, c'est également un objectif qui a pu ressortir de part et d'autre. La question du report modal, de l'utilisation du fleuve, favoriser cette utilisation du fleuve, c'est également un objectif partagé. Donc voilà, il y a différentes thématiques évidemment qu'on va aussi retrouver dans la stratégie que Paris veut mettre en place dès l'année prochaine. Je précise juste, c'était un document de travail avec les acteurs que vous avez en face. Vous pouvez retrouver les 53 propositions sur le site de TLF, mais on n'en a pas fait une distribution en dehors bien sûr des acteurs qui ont travaillé, la centaine de personnes et les 46 organisations, mais on n'en a pas fait une expression de presse au final, parce que c'était plus un outil de travail avec le comité finalement maintenant un peu qu'on représente, Club Logistique en Or, pour lancer cette dynamique. Et sur le site de TLF, vous pouvez retrouver évidemment ces 53 propositions. On n'a pas été dans le détail parce que je pense que c'est pas vraiment l'objet, puis on est dans cette dynamique, on a commencé quand même, on est en train de se caler. Dans ces 22 propositions, vous ne les retrouverez pas. Mais par contre, vous retrouverez le cadre d'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question pour tenir l'horaire qui nous est imparti, mais c'est bon, je vais me déplacer. Bonsoir, Christelle Kasparek, Goupil Industrie, constructeur de véhicules électriques, constructeur français, on est basé dans Lot-et-Garonne. C'est un très beau projet, on a beaucoup de chance d'avoir les JO 2024 en France et à Paris prochainement. Merci pour tout ce que vous organisez. Je voulais simplement savoir comment est-ce que les acteurs de la logistique, ou comme nous, les constructeurs automobiles français, on pouvait s'intégrer éventuellement dans vos projets. Comment est-ce qu'on pouvait éventuellement vous apporter notre savoir-faire et notre expérience, puisqu'on travaille déjà avec des acteurs majeurs de la logistique urbaine, Chronopost, que vous connaissez sans doute, Fréquin, Petit Forestier, tous ces clients, et également avec des acteurs du last mile, comme Picnic, qui fait du B2C, qui va bientôt arriver sur Paris, qui est déjà présent à Valenciennes. Voilà. Qu'est-ce qui veut répondre finalement? Peut-être Véronique, effectivement. Alors la réponse sera bicéphale, mais j'espère unique. Merci pour votre question et évidemment avec plaisir pour rejoindre le collectif. En fait, le club Logistique en Or qui justement a pour objectif de regrouper un maximum d'acteurs privés, publics, semi-publics pour travailler cette intelligence collective au profit d'un projet national unique et exceptionnel. Je crois qu'il faut qu'on puisse se voir. Nous, notre intérêt, c'est de tisser le lien, en fait. Moi, je représente à mon niveau ce collectif, mais vous l'avez compris, 46 organisations, c'est pas non plus tout l'ensemble, donc il y a certainement eu des oubliés dans l'histoire. Donc évidemment que dans cette séquence de travail qui se continue maintenant jusqu'en 2024, il faut, et je suis là pour ça, de faire le lien justement avec des acteurs qui vont s'investir dans les travaux au fur et à mesure, qui vont être déployés dans les différents axes, là, les 4 axes qu'on vous a cités, et qui vont nous tenir jusqu'en 2024 maintenant.
Merci beaucoup. Eh bien, ça sera donc le mot de la fin. Donc, on tient parfaitement l'horaire qui nous a été imparti. Malgré le fait que la vidéo magnifique sur les toits de Paris ne nous a pas été proposée, mais vous pouvez tous effectivement la voir sur Internet. Il reste à remercier nos intervenantes et intervenants pour l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup.